Bonjour, c'est David Cassel-Lopez, avec un S. Vous écoutez et vous regardez J'ai rêvé trop fort. Tu passes pour un psychopathe si tu veux contrôler les rêves de quelqu'un d'autre. On n'a pas attendu ce moment du podcast pour commencer à avoir des doutes sur ta nature, David. Est-ce qu'il y a un rêve que tu as abandonné en cours de route? Que j'ai abandonné en cours de route? Oui, complètement. Et je peux essayer. Je sais Allez. pas si je vais y arriver encore, ça fait longtemps que je peux pas. C'est ok. Pendant longtemps, je me suis dit non, mais faut que j'aime parce que c'est bien et parce que c'est ça être jeune et c'est ça, s'amuser, c'est ça. Et en fait, j'ai mis vraiment longtemps à m'avouer que j'aime pas ça. Bonjour ou peut-être bonsoir ou même peut-être bonne nuit à tous et à toutes. Que vous soyez éveillés en pleine crise de somnambulisme ou en proie à une insomnie, soyez les bienvenus dans J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam Originals. Dans cet épisode, nous allons comme d'habitude nous plonger dans les nuits de notre invité, ses rêves, peut-être ses cauchemars, pourquoi pas, et en tout cas tout ce qui se passe quand les lumières sont éteintes. Nous recevons aujourd'hui celui pour qui l'humour et la connaissance forment un mariage réussi. On ne compte plus les formats dédiés à la découverte des choses qui nous entourent, le chiffroscope, depuis quand ou encore intéressant. Il est aussi l'animateur d'un podcast qui porte mal son nom, Small Talk, parce qu'il est rempli de discussions profondes. Nous recevons David Castello-Lopez. Salut. Salut, Louis Catla, ça va bien? C'est super. Ouais, je Merci. suis trop content d'être là. Générique. Toujours un habillage musical Ouh. délicieux. Sensuel. N'est-ce pas? Un peu. Ouais. Et ouais, comme ça, ouais. Alors, David, dans ce podcast, on parle des rêves de la nuit, de tout ce qui s'y passe. Et dis-moi si je me trompe. Et vraiment, c'est du délit de faciès. Mais pour moi, tu n'es pas un bon dormeur. Ah c'est vraiment, c'est subtilement insultant. Alors, écoute, plutôt, c'est-à-dire que quand je décide de dormir, je dors assez bien, mais effectivement, j'ai une gueule qui dit le contraire. J'ai des cernes, quoi. J'ai des très 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 grosses cernes. C'est pas tant. C'est pas tant ça. Alors c'est c'était quoi? pas les Vas-y, cernes. vas-y. Non, tu as une énergie de. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui à 22 heures prend ses gouttes et se dit « Ah, c'est parti pour 8 heures de sommeil Non. réparateur Non. ». Je vois plus quelqu'un qui, sur le coup de 2 heures, regarde dans le vide et qui se dit « Mais qui a inventé le jaune ?» Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Non, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai tendance à me coucher très tard et j'ai pas une vie qui me permet de me lever très tard. Donc, Ok. la variable d'ajustement, c'est la quantité de sommeil. Et effectivement, je pense que ça a nui à mon visage au cours du temps. Il y a des affaissements peut-être précoces de ma gueule je peux m'en prendre qu'à moi-même, quoi. Moi, c'était pas ça, mais je te dis, mais peut-être parce que juste j'associe la connaissance à un volume horaire qui doit tôt ou tard grignoter le sommeil. Sur les heures de sommeil. Non, c'est possible et c'est vrai que du coup, c'est peut-être flatteur. Ouh, il a une gueule de mec qui s'y connaît. Parce que ça prend du temps de s'y connaître et il a forcément peu dormi pour s'y connaître à ce point-là. Non, d'accord, je le prends bien alors. Est-ce qu'il y a une image ou un son qui incarne la nuit pour toi? Les deux d'ailleurs. Oui. Je dirais oui. Comme j'ai habité, comme je suis né à Paris, que j'y ai habité pratiquement toute ma vie, et que j'étais vraiment dans Paris, une voiture toute seule qui passe, t'es chez toi, il y a pas de bruit, etc. Et t'entends juste ça. Ou une moto. Et ça, voilà, ça, pour moi, ça symbolise. tu m'as demandé hors micro tout à l'heure, est-ce que tu sais imiter des objets? Voilà, la moto qui passe au loin. Non, en l'occurrence. Ah putain, c'est dur, hein. Donc le son, ce serait une moto. Et une image? Une image, les immeubles parisiens la nuit, tu sais, qui sont tout noirs, sauf peut-être une fenêtre où tu vois quelqu'un qui est en train de, je sais pas, regarder des émissions de la nuit, avec des documentaires animaliers, ou jouer à un jeu vidéo, ou parfois, quand tu as de la chance, peut-être des gens qui font l'amour. Un imaginaire très urbain, hein, mine de rien. Oui, parce qu'en fait, la plupart des nuits de ma vie se sont passées À Paris. en fait. Et même si c'est pas à Paris, dans des villes, quoi. Ouais. J'entends. En toute transparence,
et je le dis en début de podcast, comme ça après on sera libéré. Moi, j'attends de cet épisode une foule de nouvelles connaissances. Désolé, je suis biaisé, mais en fait, pour moi, j'ai l'impression d'interviewer une encyclopédie audiovisuelle. Et donc voilà, commençons, et comme ça après on n'en parle plus. Okay. Est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose sur la nuit ou la lune ou l'obscurité, n'importe quoi qui a lieu après minuit? Oui, il y a un truc, il y a un fun fact qui est un tout petit peu tortueux à raconter, mais que je trouve quand même très intéressant. Statistiquement, il y a plus de bébés qui naissent la nuit que le jour. Si tu enlèves évidemment les péridurales, les trucs, les accouchements provoqués, etc., naturellement, statistiquement, il y a plus de bébés qui naissent la nuit. Et la question, c'est pourquoi ? Bien sûr. Eh bien, il faut revenir, vraiment, il y a très très longtemps, on était des proto-humains, il y a des Moi, je pense que je peux deviner. Vas-y. Je pense qu'on accouche la nuit parce que accoucher est une situation, je me projette, de grande vulnérabilité. Oui. Et donc, vaut mieux accoucher pendant que tout le monde dort pour éviter de se faire attaquer au milieu de l'accouchement. C'est très exactement ça, et super bien joué. Et le truc, c'est que, en fait, les femmes, d'un point de vue évolutif, ça s'est fait que les femmes qui accouchaient la nuit parce qu'elles avaient une disposition chimique intérieure, tu vois, qui était au hasard, mais les femmes qui avaient cette disposition chimique qui les faisait accoucher la nuit avaient des enfants qui survivaient mieux que les autres, puisque précisément ils étaient protégés par l'ensemble des gens qui étaient à côté d'eux. Et donc ces femmes ont eu plus de descendance que les autres femmes, donc leurs enfants ont porté leurs gènes, donc de fait aujourd'hui, naturellement, les bébés naissent plus la nuit. C'est marrant parce qu'on n'en parle pas du tout, dans l'imaginaire de la naissance. Personne se dit, tiens, ça a souvent lieu la nuit. Mais parce que maintenant, si tu veux, c'est pas non plus monstrueux, quoi. C'est pas genre, en fait, 90% des bébés naissent la nuit. Mais c'est significatif, et c'est un peu gommé aujourd'hui par le fait que t'as des accouchements qui sont provoqués, et t'as, tu vois, des trucs, des césariennes, des trucs en urgence, etc., qui font que ce phénomène, il s'estompe un peu, il est moins visible, quoi. Tu sais quand est-ce que t'es né ? Exactement. À quelle heure ? 16h23. Ah oui, c'est vraiment très précis. Ouais. Ok. En septembre. Le 16 septembre. Un vierge. Vierge, ouais. Est-ce que la nuit, pour toi, c'est source d'angoisse ou d'apaisement ? Ou les deux ? La nuit, pour moi, c'est source plutôt d'angoisse. Pas d'apaisement, non. D'angoisse parce qu'il y a, je sais pas, en fait, l'obscurité, le fait qu'il y ait rien qui se passe, le calme, c'est un truc où tu te retrouves, où tu te recentres un peu sur toi-même, sur ce qui se passe à l'intérieur de ta tête et de ton cœur. Et il y a beaucoup moins de choses pour te distraire de des éventuels névrose que tu peux avoir à l'intérieur. Et donc, comme tu y penses plus, de fait, tu es plus angoissé. Quand tu as une nature angoissée, quand tu n'as pas de nature angoissée, je pense que tu t'en fous. Ça a toujours été comme ça ? Ou ça vient sur le tard ? Non, ça a toujours été comme ça. Mais c'est, je veux dire, quand tu es enfant, la nuit est beaucoup plus angoissante que le jour. C'est parce que je pense que quand tu es enfant, c'est juste parce qu'il y a l'obscurité. Et quand tu vois pas, tu peux tout imaginer. Et donc, ça fait peur. Moi, c'est un petit peu resté, je crois. Alors, j'ai moins peur, strictement, qu'il y ait un monstre avec une tête qui vienne me manger dans mon sommeil. Ça, c'est pas une peur très forte. Mais c'est d'autres angoisses qui ont pris le pas, quoi. Il y a une phrase de Mona Ozouf qui dit « Le soir, c'est l'heure où on repeint sa vie en noir ». Oui, Tu pratiques la peinture nocturne. Oui. Alors, elle est très active dans sa phrase. C'est-à-dire que c'est toi qui repeins ta vie. Moi, je dirais que c'est ma vie qui me repeint la gueule. Mais pas en blackface. C'est bien de le préciser pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre ? Ma chambre actuelle ? Elle est ennuyeuse, mais je peux. Elle est vraiment très ennuyeuse. Il y a
j'ai fait construire un truc en menuiserie là, qui épouse bien les murs, tu sais, où il y a le placard bien qui va avec le coin de la pièce. Et puis, tu sais, quand tu ouvres les placards, il y a de la lumière, donc tu vois bien tes vêtements. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est nécessaire qu'on les voit bien, puisque pour moi, c'est tous les mêmes tout le temps. Donc, mais en tout cas, je vois bien toujours les mêmes. Il y a des petits placards avec des trucs qui sortent, un truc pour le linge sale, tout ça encastré, conçu, joli, quoi. Et il y a une table de nuit qui date du mariage de mes grands-parents en 1931. Une table de nuit art déco que j'ai toujours connue chez eux quand j'étais tout petit enfant, mais qui est la même. Et d'avoir des objets qui, comme ça, traversent les époques dans ma famille, c'est un truc qui m'apaise un petit peu. Alors, je dis pas que quand je regarde ma table de nuit, c'est bon, j'ai plus de problème, mais globalement, ça participe du fait que je suis pas trop angoissé. Je pense que les nuits d'angoisse, il y a une petite main qui s'aventure pour caresser le bois Oui. un peu poli de cette table. De juillet 1931. Moi, tu dis qu'elle est ennuyeuse, mais elle est très révélatrice de plein de choses. Déjà, j'ai eu que 2 éléments. Tu m'as pas encore parlé de s'il y a des choses accrochées au mur, parce que ça, j'ai besoin de savoir. Ouais. Et également, la literie. Très important, parce que là, je juge beaucoup. La literie, j'ai rêvé trop fort. Dormir sur des palettes, c'est plus possible. Mais non. Je peux développer là-dessus parce que je t'en prie. Mais en tout cas, je trouve que déjà, l'investissement qui a été fait pour ce placard multifonction raconte un besoin d'apaisement qui passe par le mobilier. Tout à fait. Un besoin de praticité. Ça, c'est très sans se couper de ses racines, à savoir cette petite table, caillou dans la chaussure de l'histoire, toujours là. Alors moi, dans ce qu'on a plutôt semelle rembourrée de l'histoire. Continue sur les murs. Non, alors sur les murs, il y a rien d'affiché. Je dis pas qu'il y aura pas quelque chose d'affiché un jour. Et d'ailleurs, dans les champs que j'ai eu précédemment, il y avait des choses, mais là, il y a rien. Est-ce que tu viens d'aménager ? Non, même pas. Okay. Non, mais il y a pas beaucoup de murs libres. Il y a des étagères pleines. De DVD que j'ai sauvés de l'époque du DVD. Surtout des DVD que tu peux pas trouver autrement qui sont pas en VOD, quoi, donc que j'ai gardé. Des petits objets qui viennent de chez mes parents et des livres. Voilà. Et sinon, la literie, puisque tu évoquais la literie, j'ai eu le même sommier et le même matelas. J'avais le même sommier et le même matelas depuis février 2004 et j'ai changé au mois de novembre, décembre de cette année. Fin décembre, peut-être début janvier, j'ai eu un nouveau lit épais, bien fat sommier, fat matelas, tout ça très beau et avec un truc qui vraiment titille en plus mon goût de la praticité un peu. Alors en anglais, on dirait anal. Mais ça veut pas dire dans le cul. Ça veut dire que c'est le stade anal. C'est un truc genre tout a besoin d'être bien rangé comme ça. J'ai quelque chose de très comme ça. Et le sommier, dont je te répète qu'il est très épais, peut s'ouvrir et tu peux ranger des choses à l'intérieur de ton sommier. Et il y a une volupté pour moi à ranger ces choses à l'intérieur de mon sommier. Et bien sûr, je n'ai pas jeté mon lit de 2004 parce que ça, jeter un truc qui date de 2004, pour moi, c'est vraiment très, très difficile. Mais je l'ai mis dans un autre endroit, une autre maison. Voilà. Tout ça me semble être une affaire rondement menée dans cet aménagement de chambre. Ouais. Est-ce que ton lit, c'est un espace de travail ou c'est plutôt un sanctuaire ? Assez peu. Alors, sanctuaire, c'est un petit peu exagéré. C'est un lieu de confort optimisé pour le sommeil et aussi regarder des films. Voilà. Mais non, c'est pas Cette chambre est dotée d'un système de vidéoprojection ? Non, pas de vidéoprojection, mais d'une télé qui prend autant de place qu'elle peut prendre dans la pièce, techniquement, quoi. Voilà. Mais qui n'est pas raccordée aux chaînes de télévision. C'est pour regarder... Pour les films, le streaming et les DVD, parce que j'ai quand même un lecteur DVD. Et sinon, tu disais, c'était quoi ? Est-ce que c'est... Non, c'est pas un lieu de travail vraiment très occasionnellement. J'aime pas travailler, coucher, m'endors, pas efficace, pas bien. Tu travailles la nuit ? Oui. Pas de façon obsessionnelle, sinon je dis non, il faut absolument que je travaille la nuit. Mais oui, je travaille la nuit, un peu moins qu'avant, je suis un peu mieux organisé. À une époque, c'était complètement systématique et ça m'arrive encore maintenant, mais comme je suis un peu mieux organisé, je travaille moins la nuit que je travaillais.
On va entrer dans le vif du sujet de ce Bien sûr. podcast, à savoir le rêve audio de Ouais. notre invité. Si c'est la première fois que vous écoutez J'ai rêvé trop fort, sachez que on demande à l'invité de nous envoyer au préalable un rêve soit récent, soit emblématique, soit traumatisant, ça Mhm. dépend. Et on le recrée en fiction sonore. Donc nous allons l'écouter. Moi, je n'ai rien eu comme info. Je demande à ne pas lire et à ne rien écouter. Est-ce que tu Ok. veux nous faire un petit teasing? Des mots-clés, des Euh, petites bandes annonces. Premier amour, érotisme, rivalité. Voilà. Un menu qui a l'air appétissant. Retapez vos oreillers, installez-vous confortablement, chaussez votre meilleure paire d'écouteurs et nous écoutons en exclusivité chez Bababam le rêve radiophonique de David Castello-Lopez. Eh ben, tu sais quoi? Non, quoi? T'as presque pas changé. C'est vrai? Pourtant, on s'est pas vu depuis quoi, le collège, le lycée? Oui, c'est dans ces eaux-là, oui. Eh ben, toujours la même. Mais enceinte! Oui, j'avais remarqué, oui. Oh, David, Hein? tu veux venir déjeuner avec nous? Non, merci, papa, ça va. Ta mère connaît une super adresse dans le coin. Un restaurant de tous les diables! Allez, viens avec nous! Non, je reste ici. Ah. Bon, eh ben, tant pis. À bientôt, fiston. Nous t'aimons fort! Oui, voilà, bah... bon appétit. Et donc, tu voulais me dire quelque chose? Oui, écoute, voilà. Je sais que notre histoire date de la fin des années 90, mais je voulais que tu saches que tout ce temps, tu es resté comme un drap sur lequel se sont posées toutes mes autres relations. Ah, c'est-à-dire? Eh ben, ça me semble assez clair. Non, pardon, je vois pas. Eh ben, notre amour passé fut la soupape souple et légère sur laquelle se posèrent les émois fleuris de mon avenir, si tu vois ce que je veux dire. David, je suis très touchée par tes mots. Surprise, bien sûr, mais très touchée. De mon côté, ça a pas mal bougé. Je me concentre principalement aujourd'hui sur ma relation avec mon mec et mon école de commerce. Ah bon? Mais t'étais à fond dans les rave parties et le diabolo? Les temps changent, David. Moi, j'ai lavé les draps, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok, ouais. Ah, bah, y a mon mec. Coucou! Salut la compagnie, ça va chérie? Ouah, l'enfer. Bon, je vais saluer des copains à la table d'à côté. À toutes. Eh ben, vous avez l'air de vraiment bien vous entendre en tout cas. Ça fait chaud au cœur. Excuse-moi, je peux m'asseoir sur tes genoux? Ben oui. Enfin, je sais pas si c'est le bon moment, mais... Ah, ok. Encore merci pour tes mots tout à l'heure, ça m'a vraiment beaucoup touché. Oh bah, c'est toujours un plaisir de te toucher. Enfin, non mais... Oh. Je suis de retour. Bon, on bouffe un truc? Oui, commandons. On parlait justement de gastronomie. Ah ouais. David, c'est ça? Tiens, je m'assois à côté de toi. Oui, avec plaisir. Pardon, on est d'accord que t'as changé de visage entre-temps. T'as l'air beaucoup plus jeune et plus brun. Exact, ouais, ça arrive parfois, ouais. T'es un petit observateur, toi, hein? Oui, c'est vrai que j'ai l'œil. Eh les gars, on a un petit observateur par ici. Et t'aimes bien observer ma nana aussi, non? Hein? Mais non, simplement je... Tu voudrais lui observer le minou? Oh là là, mais quelle bouffe. Oh putain! Je vais te casser la gueule! Non, c'est pas bien la violence, ok? M'en fous! Je me laisse me faire! J'en peux plus! Ah, il m'a vénère! En plus, j'ai pas les moyens de me battre. Et de toute façon, vous savez quoi? C'est un rêve, tout ça. Non! Ah, vous ne croyez pas? Eh ben, regardez ça. Impressionnant, j'avoue. Attends, il fait quoi là? Je crois qu'il est allé toucher le plafond de toile qui est tendu au-dessus de nous. C'est quoi? C'est le ciel? Non, c'est un rêve. Oh, exceptionnel, une fiction écrite et jouée par Clément Métayer. Incroyable. Venons-nous d'assister à notre premier cas de rêve conscient? De rêve conscient? Bah, tu captais que tu rêvais en cours de rêve. Bah, ça t'est arrivé, je sais pas si c'est peut-être, mais c'est assez courant pour moi dans un rêve de dire attends, non mais attends, c'est un rêve là. Ah non, Dans le c'est rêve. très rare. Jamais? Ah ouais. Non, moi je me suis dit non mais attends, c'est un rêve. D'être conscient et de le dire à des gens, non, et d'en douter soi-même et que les autres en doutent, machin. Ouais, non. Tout à fait. C'est pas totalement conscient, mais il y a une légère conscience que c'est pas normal et que c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Mais tu peux quand même être proactif dans le rêve. C'est-à-dire, une fois que tu te dis attends, mais c'est un rêve, tu pars déchirer le plafond ou je sais pas. Alors ça c'est, je sais pas si ça m'est arrivé très souvent dans ma vie de rêver exactement de trucs comme ça, mais de dire, je vais vous prouver que c'est un rêve. Et je me souviens très bien, tu montes, et les gens ils se font, ah ouais, c'est vrai que c'est pas normal ça, tu vois.
Mais c'est exceptionnel. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est un rêve récent ou c'est un rêve dont tu te Non. souviens qui t'a marqué C'est un rêve qui m'a marqué. Je note mes rêves quelquefois depuis longtemps. Et donc, quand vous m'avez demandé, genre, hey, raconte-nous un rêve, je suis allé voir les rêves que j'avais notés. Alors, plutôt, là, tu mimes quelqu'un qui prend un carnet. Bon, moi, c'est plutôt sur un ordinateur ou sur mon téléphone. Mais, et j'ai retrouvé celui-ci, j'en ai retrouvé pas mal, mais j'ai retrouvé celui-ci qui m'a paru marrant. Et voilà. Exceptionnel. Est-ce qu'il y a régulièrement des rêves conscients ou est-ce que tu conscientises souvent que tu es en train de rêver? Je sais pas si c'est souvent, mais c'est pas la seule fois, ce rêve que j'ai raconté là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire attends, non, c'est un rêve. Non, c'est pas possible. Il n'y a jamais eu un rêve où tu t'es dit ok, attends, je suis en train de rêver et du coup, tu en profites pour faire n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais tu deviens créateur absolu, quoi. Je sais. Non, j'ai jamais maîtrisé un rêve à ce point-là. Ce que je sais. Il y a un autre rêve qui me vient à l'esprit là, et qui est un peu comme ça, où genre tu cries avec la conscience que si tu cries, tu vas te réveiller. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai fait un rêve comme ça, où j'ai rêvé une fois que j'étais dans la sorte de suite de cour, quoi, de courtisans de Saddam Hussein. On était en Irak, tu vois, et genre Saddam Hussein, vraiment, à l'époque de Saddam Hussein, vraiment gros dictateur de l'Irak, quoi. À son prime. Son prime de dictateur. Et moi, Saddam Hussein, dictateur vraiment hardcore, qui vraiment faisait disparaître les gens, tout ça, machin. Et moi, je suis dans sa petite cour avec les gens, etc. Et puis à un moment, je sais pas, on visite des trucs d'un palais, je sais pas quoi, il me montre son revolver en or. Et je sais pas, il y a un moment où je fais une petite remarque. Et elle fait pas mouche, tu vois. Elle fait un peu un bide, non seulement auprès de lui, mais aussi auprès des autres gens qui sont là dans les courtisans de Saddam Hussein. Et un peu plus tard, il prend son revolver, il me tire une balle dans la tête, et je tombe par terre, et je l'entends dire comme ça, avec mon visage par terre ensanglanté, il dit, en anglais, « This is how small talkers end ». Voilà comment finissent les gens qui font de la petite conversation de merde, quoi. Et là, je me souviens de faire et je me réveille parce que je me dis mais non, en fait, je suis pas vraiment mort, et si je crie, je vais me rendre compte que je serai vivant. Tu vois. J'adore, t'as les niveaux de conscience quand tu rêves qui sont quand même assez proches toujours du réveil. Oui, je pense que ça. Pardon, vas-y. Mais je pense que ça doit résonner avec certaines personnes, des gens qui font mais tu sais, ce presque cliché de se réveiller en criant. Oui, mais pas mourir dans ses rêves. Et Ouais. en fait, là, tu t'es pris une balle. Ouais. Et du coup, t'étais mort, mais encore dans le rêve. Oui. Là, je pense qu'on était à un degré qui est assez rare. Ouais. Parce qu'en effet, la balle et le réveil en sursaut, on l'a déjà eu. Alors que là, non, je me souviens vraiment, tu vois, des machins, et tu peux plus bouger, tu fais des small talk. Tu vois, et là, tu te réveilles, quoi. Je sais pas super bien imiter le mec qui se réveille. Si, heureusement que c'est filmé parce que ce serait con de rater ça. Tu rêves toutes les nuits ? Alors, je pense que c'est sûr scientifiquement que je rêve toutes les nuits, mais c'est pas du tout toutes les nuits dont je me souviens de mes rêves, même une petite minorité, je dirais. J'adore. C'est très bien que tu aies noté. On n'a pas assez d'invités qui prennent le temps de noter leurs rêves comme ça. J'ai une question, elle est un peu philosophique, mais je pense que Ouais. Je vais te prévenir. On entend dans ce podcast des ronflements. À toi de me dire s'il s'agit d'un ronflement humain ou animal, et si c'est animal, de qui ? Ok. Est-ce qu'on peut le réécouter ? Bien sûr, ouais. Enfin, je sais pas, moi. En fait, j'ai l'impression que c'est pas animal, mais je me demande si justement la blague, c'est pas que c'est humain, même si ça n'a pas l'air d'être humain. Donc tu dirais... J'ai rien compris à ta phrase. Non, genre en fait, je me dis, premier truc, c'est un animal, mais c'est quand même vachement plus marrant si c'est un humain qui ronfle comme un animal, donc je veux dire humain. Non, c'est un ours. Ah, putain. Mais c'est très gluant pour un ours. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi liquide. Il y a de la gluance. La question philosophique qui a été interrompue, c'était, à ton avis, de quoi sont faits les rêves ? Est-ce qu'ils sont un assemblage... En même temps, les tiens, ils sont tellement variés que la question est peut-être trop vaste, mais est-ce qu'ils sont un assemblage de différents éléments agrégés dans une nouvelle forme, ou quelque chose pour purger ton cerveau de la journée, ou encore autre chose ? J'en sais rien. Je sais pas s'ils ont
une seule fonction, les rêves. J'ai pu expérimenter moi-même que mes rêves, quelquefois, ont mis mon attention sur un truc en me disant « Attends, ça c'est important ». Chose qui, quand j'étais conscient pendant la journée, je ne me rendais pas compte. Et en fait, le rêve te le fout devant le visage en disant « Attends, traite ce problème parce que c'est vraiment important en fait et ça pèse et tu t'en rends pas compte. » Tu vois. Tu peux nous raconter, tu te souviens de... Non, j'ai un exemple précis, mais malheureusement, il est un peu... Enfin, je rêvais de la même personne dont j'ai rêvé dans le rêve que je vous ai raconté. Et vraiment, c'était toujours mon premier amour. Et c'était plusieurs années après. Et on ne peut pas dire que j'y pensais non plus énormément. Mais j'ai rêvé, et j'ai eu l'impression de rêver d'elle vraiment toute une nuit, où on se revoyait, et puis elle partait en bateau, après sur une petite barque sur la mer. Pas du tout pratique comme moyen de locomotion. Mais elle faisait vraiment comme si elle avait repris son Vélib, quoi. Tu vois. Et je me suis réveillé, mais genre avec ce rêve qui te pèse, quoi. Ou qui influe énormément sur tes pensées de la journée suivante, alors que tu n'y pensais pas la veille. Et là, je me suis dit, putain, c'est fou. Il y a vraiment une action du rêve sur ta vraie vie et sur la façon dont tu la conçois, quoi. Et en sortant, j'étais en Croatie. Je me suis assis dans un café et je lui ai écrit une lettre que j'ai postée. Et c'est à cause du rêve que je l'ai fait, ou grâce. Enfin, en tout cas, c'est lié au rêve, quoi. Elle a répondu ? Elle a répondu, ouais. Pas de façon moins exaltée. Merci pour ta lettre, David. Ouais. Bise. Ouais, ça a beaucoup été ça. Il y avait une petite asymétrie, quoi. Mais c'était un premier amour de lycée ? Oui, lycée. De ma première à 1 an après le lycée, quoi. C'est normal que ça marque. Ouais. On va faire le jeu des célébrités. Ouais. Je suis allé chercher un petit peu dans ta biographie différentes célébrités qui ont croisé ta galaxie. Ouais. Je te l'ai fait deviner, mais il y a un jeu de mots à créer dans la réponse. Okay. T'as compris ou tu veux un exemple ? Le jeu de mots à créer dans la réponse, c'est pas toi qui... Non, en fait, vas-y, donne-moi un exemple, comme ça sera plus clair. C'est une actrice française rousse qui a joué dans les films de Chabrol et qui sait pas où aller. Qui a joué dans une actrice française rousse qui a joué dans les films de Chabrol. Rousse ? Qui a joué la femme la plus riche du monde. Ah, Liliane Bettencourt ? Non. Mais Isabelle Huppert ? Huppert. Ah, elle sait pas où aller, elle est Duppert. Isabelle Duppert. Isabelle Duppert. Donc il faudrait que je dise trouves Isabelle Duppert. Ouais. Ok. Ok. Prêt ? Ouais. C'est un présentateur d'émissions historiques qui est également un gros contenant à déchets. Stéphane Ben. Très bien. David, je sens que ça va être un 5 sur 5. C'est un critique d'art qu'on peut facilement attraper par la veste. Attends. Je l'ai. Attrapé par la veste. Ah, Hector Colbach. Excellent. Ouais. 2 rappeurs toulousains et un des deux peut être piqué sur un cure-dent pour l'apéro. Big Flo et Olive. Oui, oh là là, mais je savais qu'on allait faire un perfect. Ouais. Ça aurait pu être le nom de ton émission sur France Inter si tous les invités souffraient de constipation. Ah, mon émission sur France Inter, le jeu que j'ai présenté ? Oui. D'accord. Si tous souffraient de constipation, pousse-pousse. Exactement, bien sûr, bravo. Et la dernière, elle est un peu technique, mais vu à quel point tu survoles le jeu, je me fais aucun doute, aucun souci. Elle présente 28 minutes et elle a joué dans un film de Bruno Dumont en Bretagne. Elisabeth Duquesne ? Dommage. Attends. Non. Elle a joué dans un film parce que ça, c'est vrai, le premier truc que j'ai dit. Attends. Elle aurait pu jouer, pardon. Non, elle n'a pas joué. Elle aurait pu jouer. Ben oui. Elisabeth Quinquin. Elisabeth Petit-Quinquin, mais j'accepte. J'accepte. Ouais. Franchement, bravo. Je savais que c'était le bon candidat pour un jeu aussi bête et créatif. En ce moment... Ah non, tu étais en rodage
il me semble, pour ton nouveau spectacle. Oui, je fais mon nouveau spectacle. Ouais, là, on peut dire qu'on atteint la fin du rodage. À la fin du rodage. Le spectacle s'appelle Délicieux. Ouais. Comment on s'endort après une date de Délicieux ? Pas plus, pas moins qu'un mardi. Comment on s'endort après une date de Délicieux? Alors, j'aurais pas dit forcément exactement la même chose après mes premiers spectacles, après mon premier spectacle où c'était le premier, donc en fait, je prenais tout très, très, très fort. Les échecs comme les succès, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une date un peu moins bonne, je disais « mais en fait, je suis une merde, comment j'ai pu penser que... » et en revanche, quand ça cartonne, tu fais « Mais comment je suis fait pour ça ?» Vraiment des exagérations des deux côtés. Maintenant, les écarts se sont resserrés dans la façon dont je perçois les choses, mais il y a toujours quelque chose du même ordre, c'est-à-dire une date que je considère bonne, je vais me coucher genre content, et une date un peu merdique, je vais faire oh non, en fait c'est nul, mais sans non plus m'arracher la poitrine, quoi. Voilà. C'est bien, je sens qu'on a gagné en sagesse. Ouais, je pense. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui, par tes choix professionnels, a été amené à avoir une vie nocturne plus riche que la moyenne ? Non, très peu. Très très peu. Vraiment, c'est la première fois de ma vie, depuis que je fais des spectacles, donc depuis 4 ans, que je suis amené à faire des trucs le soir. Je suis vraiment pas une personne de la nuit. J'ai été un court moment matinalier à la radio, mais il y a très très longtemps, vraiment, quand je commençais tout juste, en 2005, tu vois, j'avais 23 ans. Et donc, là, mais c'est pas que tu fais la fête, c'est que tu te lèves à 3h du mat', en fait. C'est pas tout à fait ça que tu voulais dire, je crois. Non, il n'y a jamais eu un David nocturne. Si, je suis allé à des soirées dans ma vie, j'étais pas quelqu'un qui s'est couché à 20h tous les jours, et puis j'ai quand même beaucoup glandé dans ma vie, j'ai fait des études longues et un peu nazounettes, qui ne demandaient pas non plus des quantités de travail folles, donc oui, j'ai glandé. Si, j'ai quand même oublié un gros truc, j'ai eu un groupe de musique quand même pendant plusieurs années. J'allais dire, j'ai été barman en boîte de nuit pendant 15 ans, j'ai oublié de préciser ce détail de mon existence. Non, mais j'ai eu un groupe de musique, donc pas mal de concerts, et après les concerts, tu restes à l'endroit, tu fais des soirées avec tes potes où tu joues de la guitare et tu fais des nouvelles chansons. Donc oui, entre 18 et 23 ans, pas mal, ouais. 130... Ah, je les déteste à la régie. Putain, ici. Ça, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une chaise de bureau. Oh. Tu veux le réécouter ? Ouais. Je sais pas, parce que aucune de ces choses ne paraît humain, quoi. C'est un plancher en bois. C'est un plancher en bois. Non, je dirais... au départ, je me suis dit vraiment animal, petit animal, comme ça. Et j'ai envie de dire humain encore. C'est un humain cette fois. Ouais. T'as eu du flair. Ouais. J'en profite, tu devais m'imiter quelque chose en début de podcast. Oui. C'est le moment, là j'en ai pas. Je t'ai senti sur le marsupial, un truc, un bruitage là. Tu m'as dit est-ce que je savais imiter un objet? Je t'ai dit ouais, un truc pas trop mal. Je crois que je sais imiter les essuie-glaces défectueux. Mais il faut un peu fermer les yeux. Je peux essayer. Je sais pas si je vais y arriver encore, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est ok. Je vois. C'est vrai que si en post-prod on peut rajouter une pluie sur pare-brise, ça aidera à la projection. Merci d'avoir tenté. Et j'invite les auditeuristes à aller écouter le podcast avec Lola Dubini qui fait un fébreze de chiottes absolument saisissant de ressemblance. Là, ouais. Elle fait le x, elle fait le avec les petites gouttes qui se bloquent dans le spray. C'était du beau théâtre radiophonique. Très très bien ça. Je te propose de passer à un moment du podcast, un moment durant lequel nous tendons un drap par-dessus notre lit virtuel et nous entrons dans ce qu'on appelle la cabane dans la chambre. La cabane dans la chambre, c'est le moment des confessions, car tu n'es pas sans savoir que quand on dort, on alterne entre des phases de sommeil profond, léger ou paradoxal. Oui. Profonde, légère et paradoxale sont les questions qui vont suivre. Okay. Il faut répondre assez vite sans trop réfléchir, mais on peut creuser au besoin. Okay.
Tu préfères Ouais. devoir dormir 16 heures par jour comme les chats pour être fonctionnel ou survivre grâce à des micro-siestes mais qui surviennent de manière intempestive? Survivre avec les micro-siestes. Donc un peu narcoleptique. Un peu narcoleptique. J'en parlerai à tout le monde. Je ferai un podcast dessus. Du coup, ce sera un événement quand je le ferai. Ah, regardez, il vient de s'endormir. Bah oui, comme est-ce qu'il est narcoleptique. Beaucoup plus acceptable que juste avoir les 4 cinquièmes, 3 quarts de ta journée, les 2 tiers de ta journée, des 24 heures qui soient prises par autre chose. Ton pire cauchemar, en 3 mots. Un lieu, une personne, une action. Un lieu... un avion en train de se cracher, très clairement. Une personne, c'est ça après Une personne... C'est dur, ça. J'aime pas trop Goebbels. Très clivant, on coupera. On a pas envie de se couper d'une partie de notre auditoire. Je suis désolé pour tous les fans de Goebbels, mais je suis désolé, moi, le nazisme, de toute façon, c'est non, quoi, tu vois. Ça, désolé pour tout. C'est la bien-pensance, elle est partout, on peut pas l'endiguer. Ok. Et une action. Une action. Mais d'un autre côté, si l'avion est en train de s'écraser avec Goebbels dedans, ça devient une bonne histoire. C'est vrai, mais il y a moi aussi, donc du coup... Oui, très auto-centré. Bon. Je veux pas mourir. Et donc, une action. Une action, c'est quoi ? Ça va être lié à la douleur encore, je pense. Hein. Qu'on m'arrache les ongles. Pendant que l'avion s'écrase. Ouais. Est-ce que Goebbels t'arrache les ongles ? Non, mais je pense qu'on se faire arracher les ongles pendant que l'avion s'écrase, c'est presque un truc qui risque... Ça va rendre l'expérience de l'avion moins effrayante, puisque ça va te détourner. Ça va te détourner, tu vois, je pense. Un peu chaotique, mais bon, on n'est pas là pour juger les réponses. Est-ce que tu préfères contrôler tes rêves ou pouvoir contrôler les rêves de quelqu'un d'autre ? Mais tu passes pour un psychopathe si tu veux contrôler les rêves de quelqu'un d'autre. On n'a pas attendu ce moment du podcast pour commencer à avoir des doutes sur ta nature, David. Moi, déjà, le placard multifonction, je me suis dit, tiens. Contrôler mes rêves, je pense que ça m'est déjà arrivé, tu vois. J'ai déjà contrôlé des trucs dans mes rêves, comme on a dit. Donc non, le truc vraiment nouveau et marrant, ce serait de contrôler les rêves des autres. T'as déjà des idées un peu de ce que tu voulais contrôler ? Les rêves de Goebbels. Arrête Que des rêves de Goebbels. Non, je pense que j'aimerais... Je sais pas. Je contrôlerais les rêves. Je ferais rêver très mégalo, mais je crois que je ferais rêver de moi les gens que j'admire. Tu vois. Pour que le lendemain ils t'écrivent une carte postale. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai rêvé de toi et tout. Ah ouais. Businessman. Tu as le pouvoir de convier 3 personnes à une soirée pyjama, vivantes ou mortes. Ah. Quel casting proposes-tu ? Il faut des trucs marrants, parce que sinon on va dire que je suis chiant. Et pas forcément. Si. C'est moi qui juge, c'est pas les auditeurs. Je sais comment tu vas juger. Donc, 3 personnes, donc soirée pyjama chez moi. Je voudrais, s'il vous plaît... mais des gens, j'ai envie de leur dire, mais attends, mais qu'est-ce qui t'a pris, tu vois. Donc je dirais Harvey Lee Oswald. Harvey Lee Oswald. Ah oui. Non, mais je dirais Napoléon, Marie Curie et quelqu'un Hitler. Attends, excuse-moi, Marie Curie, qu'est-ce qui t'a pris, quoi ? Avec le plutonium ? Ben oui, je veux comprendre ces trucs, machin. Enfin, je dirais, énorme scientifique, je veux en savoir plus Polonium, à la source, quoi. Polonium. Polonium. Napoléon, parce que j'ai eu un court moment, quand j'avais 18 ans, j'ai fait des études d'histoire, où genre, j'ai étudié la période napoléonienne, et genre, ça m'a beaucoup intéressé, donc j'aurais peut-être des questions à lui poser. Et quant à Hitler, je veux savoir, comme Goebbels, quoi. Hitler, on sait, hein, c'est un refus d'une école des beaux-arts qui a brisé un homme et c'est aussi simple que ça. Et voilà, enfin, tu vois. Rien que pour le poser cette question, genre, Hitler, bonjour, c'est vraiment parce que t'as pas su peindre que t'aimais aussi peu les Juifs, voilà.
Ok. Marie Curie, mieux tout ça. Ouais. Bichette. Bichette. Est-ce qu'il y a un rêve que tu as abandonné en cours de route? Ah, en étant actif comme ça sur le rêve, techniquement, celui de Saddam Hussein qui me tire dessus. Non, pardon, un rêve. Ah, un rêve, une aspiration. L'aspiration. Que j'ai abandonné en cours de route. Oui, complètement. Fin de la réponse, merci. Voilà, merci beaucoup pour votre collaboration. Non, je voulais être photographe. Mon père était photographe. Je voulais l'être moi-même et j'ai juste eu trop peur d'échouer. Vraiment, voilà. Donc j'ai pris quand même pas mal de photos dans ma vie. J'ai fait un moment un travail qui s'apparentait à la photo. Donc je suis allé au festival de Perpignan, qui est le grand festival de photojournalisme, et j'avais un badge, j'avais marqué photographe. J'en pouvais plus tellement ça voulait dire beaucoup pour moi. Il y a longtemps déjà, il y a 16 ans. Mais de fait, je pense que c'était mon rêve et je l'ai abandonné faute d'avoir le courage de prendre le risque d'échouer, quoi. Ton père, il était photographe de quoi? Journalisme? Photojournalisme? Non, mon père, c'est un peu dur à décrire parce que c'est pas un cas typique. Mon père, c'était pas son métier de départ, mais il a pris des photos un peu en amateur dans les années 50 au Portugal, à un moment où le Portugal était une dictature. Et il a photographié à la manière des photographes humanistes, donc Cartier-Bresson, Doisneau, Bouba, tout ça, Ronis. Bouba, B-O-U-B-A-T. Bien précisé pour tous ceux qui ne sont pas férus de photos historiques. C'est fou parce que je connais les deux, mais vraiment, ça c'était dans deux domaines tellement espacés de mon cerveau que je me suis jamais dit putain, ça sonne pareil exactement, quoi. C'est l'occasion de découvrir tous les Boubas, tous les homonymes. Tous les autres Boubas. Et donc, il l'a fait avec beaucoup de talent. Mais bon, après, il a abandonné. Au début des années 80, après la fin de la dictature au Portugal, on a un peu redécouvert ses photos. Il y a eu des expositions de ses photos des années 50. On a fait, putain, mais parce qu'il n'y avait pas grand monde qui a fait photographier le Portugal de ces années-là, donc une photographie un peu sociale. Et à partir de là, il a repris la photographie. Et il a fait des expositions, il a vendu des tirages, etc. Mais disons que c'était... d'un point de vue professionnel, c'était plutôt la fin de sa vie. Voilà. Okay. Tu imagines bien, s'il prenait des photos dans les années 50, c'est qu'il était très âgé. Il m'a eu à 56 ans. Donc, voilà. Ok. Et donc toi, photographe. Tu t'étais un peu dit dans quel créneau tu voulais être photographe? Oui, moi, c'était fondamentalement... Alors, au départ, j'ai fait un truc qui était un peu comme... J'ai fait des photos, mais pas comme mon père, peut-être justement pour me dire, genre, je suis pas pareil. Je faisais des photocollages, qui est un truc qu'a fait pendant quelques années de sa vie David Hockney, qui est plutôt connu comme peintre, mais il faisait des photocollages, donc il prenait plein de photos d'une même scène, et il les assemblait dans une sorte de puzzle, et ça donnait des trucs que je trouvais complètement fascinants visuellement. Et donc, j'ai fait ça pendant un moment de ma vie, quand j'avais 17 ans, beaucoup, de façon un peu frénétique. Et puis après, je me suis mis à faire de la photo normale, et en gros de la photo de rue, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire tu te promènes et tu prends en photo ce que tu considérais digne d'être pris en photo le mieux possible. Et voilà. Et j'ai pris des photos pas si mal. Pas beaucoup, mais quelques-unes que je pourrais faire encore aujourd'hui. Théma. T'en as vendu? Non. Mais personne n'a acheté un tirage Castello Lopez fils. Pas de Castello Lopez fils, ouais. Ouais, mais peut-être je pourrais maintenant. Ne jamais dire jamais. Hein. Lévin s'arrête pas. Si vous voulez acheter des tirages de David Castello Lopez, c'est disponible. Dans le lien dans la bio de ce podcast. David le jour se lève bientôt et il porte avec lui la promesse de tous les possibles. Oui. Ton actualité, c'est que le spectacle reprend en septembre le 14, me semble-t-il. Tout à fait. Au Théâtre Libre, me semble-t-il également. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre actu? Oui, tourner dans toute la France, Suisse, Belgique, Québec. Et puis l'autre actualité, c'est c'est tout ce que je fais dans la vie, quoi. C'est chroniqueur sur France Inter dans la matinale, Small Talk sur Combini, et Le Monde des choses, moins connu, sur Arte, que je fais chaque semaine, où je prends un objet par semaine et je fais un petit reportage sur cet objet. Par exemple, je suis allé il y a peu de temps au championnat du monde de empilage de gobelets à Alicante en Espagne. On pourrait penser que c'est une petite blagounette comme ça. Il y a des dizaines de milliers de personnes, centaines de milliers même, qui pratiquent ce sport dans le monde. Et aller voir cup stacking sur Internet, c'est assez impressionnant. Donc oui, pile de gobelets.
sur lesquels il faut lancer un gobelet? Non, c'est des piles de gobelets. Il faut les assembler en pyramide selon des figures prédéfinies. Tu vois, tu as des gobelets comme ça. Il faut en faire une petite pyramide de gobelets, un peu comme on ferait avec des boîtes de conserve dans une fête foraine où tu dois lancer le chamboule-tout, ça s'appelle. Un peu des trucs de chamboule-tout. Donc tu fais tes figures qui sont prédéfinies et ensuite tu dois les remettre comme ils étaient au départ, donc les réempiler. Et tu dois faire ça extrêmement vite. D'accord. Et les records, parce que tout ça est souvent filmé, les records du monde de ça, c'est des trucs où tu n'arrives même pas à comprendre. C'est pas en accéléré, hein, parce que tu vois très bien que c'est pas en accéléré. Il y a le chronomètre qui tourne. Et c'est des gens qui passent souvent des années de leur vie à s'entraîner pour gagner 1 centième de seconde dans la rapidité d'un geste sur la main droite ou sur la main gauche. Et voilà. Et c'est un peu apaisant. J'ai essayé, je suis pas très bon, mais voilà. C'est un championnat ? C'est un championnat mondial. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne autant que tu gagnes quand tu gagnes le 100 mètres en athlétisme, mais moins d'argent. C'est-à-dire la gloire. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Qui dit matin dit morning routine. Ouais. Je vais expliquer ta morning routine dans un texte à trous que tu n'as qu'à compléter. Okay. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. David se réveille généralement à 8 heures. Et il n'a pas de réveil. Ce qui lui fait ouvrir les yeux, c'est le chant de... Le chant des... le chant des engueulades du marché qui est en bas de chez moi. Il va dans sa cuisine en descendant par sa barre de pompier et se prépare une tasse de... Café filtre. Accompagnée d'une tartine de... confiture d'abricot. Ok. Très précis. Beurre doux, beurre salé. Beurre salé. C'est bien qu'on n'ait pas fini le podcast sur une engueulade. Petit passage par la salle de bain de 56 mètres carrés avec vue sur... Mais on peut inventer. Il faut bien inventer. Sûr, bien sûr. Ah, il faut inventer des choses, d'accord, ok. Parce que moi, je suis dans la vérité, tu sais. J'entends, mais c'est... Avec envole-toi. Vue sur l'avenir. Et une baignoire en or payée grâce à l'argent de ma chanson Je possède des thunes. Sa routine beauté est assez simple puisqu'il se met sur le visage de la nourriture de bonne qualité. Puis il s'habille avec son vêtement préféré, à savoir un authentique slip qu'il a volé à un marchand de slip. Et il quitte sa chambre en se regardant dans le miroir. Il se murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je serai... Marie Curie. Merci de terminer sur le prénom de cette grande chercheuse. C'est la fin de ce podcast, David. Oui. Merci de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Le voyage dans ta nuit a été délicieux. Les actus, on l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est le spectacle à Paris le 14 septembre au Théâtre Libre et en tournée dans toute la francophonie. Pas que le 14 septembre. Oui, pardon. Ça commence le 14 septembre et jusqu'à ce que mort s'en suive. Exactement, jusqu'au décès. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, n'hésitez pas à rêver trop fort, bien sûr.